Mais bienvenue tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour une conférence intitulée « Innovation responsable en santé, des concepts et des outils pour un impact durable ». Moi, je ne suis pas la conférencière. Moi, je suis l'animatrice de cette conférence. Je suis Ingrid Bordocht. Je suis professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Et je suis aussi ici pour vous parler un tout petit peu de l'ADOR. L'ADOR, c'est la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche qui organise cette semaine, la semaine de la mission universitaire. Alors peut-être que vous êtes venus à cause de la semaine de la mission universitaire ou bien vous êtes venus simplement pour cette conférence-ci. Mais sachez qu'il y a d'autres activités organisées par l'ADOR pendant toute cette semaine. Donc, je vous invite à aller consulter leur programmation en ligne. Vous pouvez aussi voir des vidéos des gagnants de ma recherche en 180 secondes de 2021. Donc, découvrir les jeunes chercheurs qui vous partagent avec enthousiasme et passion leur projet de recherche. Puis, ils ont tout un site web justement de la mission universitaire. Alors, l'ADOR, que fait l'ADOR? Entre autres, elle soutient les activités de 4 instituts universitaires différents qui concernent les questions de dépendance, des jeunes en difficulté, la réadaptation en déficience physique et la gériatrie. Elle soutient aussi un centre affilié universitaire en inégalité sociale, discrimination et pratiques alternatives de citoyenneté. Et puis, elle soutient aussi 3 centres de recherche qui sont financés par le FRUS, dont un centre en gériatrie et un centre en réadaptation et déficience physique, le mien d'ailleurs, le CRIR, mais aussi le CRESP, le centre de, je vais le faire correctement, le centre de recherche en santé publique, et c'est le centre justement de Pascal Lehoux, mais j'invite Patricia à nous parler un petit peu plus des activités du CRESP justement. Bonjour, le Centre de recherche en santé publique est effectivement un des centres qui a été financé par le Fonds de recherche Québec en 2019. Et il est issu d'un partenariat entre le CIUS du Centre-Sud et l'Université de Montréal. Et on ambitionne à devenir un carrefour et un lieu d'échange entre la recherche, la pratique et la décision dans tous les sujets en lien avec la santé publique. Nous comptons avec plus de 60 chercheurs, 7 membres experts, plus 400 étudiants qui sont affiliés à nous et 100 professionnels de recherche. Nous avons 3 axes de programmation: environnement, milieu de vie et santé, système de soins et de santé publique et une seule santé du monde. Mais en fait, une seule santé, c'est une approche privilégiée par le CRESP, l'interdisciplinarité, le lien entre l'environnement, la santé animale, la santé humaine, et l'application de connaissances intégrées dans le sens que pour nous, c'est très important que les utilisateurs de connaissances, comme beaucoup de vous qui sont là, soient des participants actifs depuis le début dans notre démarche de recherche. Merci, Patricia. Et donc, on va démarrer la conférence. Je vous rappelle le titre, « Innovation responsable en santé ». Et ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est des concepts et des outils pour un impact durable. Donc, la conférence est présentée par Pascal Lehoux. Pascal Lehoux est professeur titulaire du département de gestion d'évaluation et de politique de santé de l'UDM. Et elle est aussi chercheure au CRESP. Et elle présente aussi avec Lisanne Rivard, PhD, et Hudson Silva. Hudson Silva, j'ai rajouté un petit mot, Hudson Silva, PhD également, et tous les deux sont conseillers au CRESP. Alors, merci à vous. Merci beaucoup, Ingrid, pour l'introduction à cette activité. On est évidemment très contents de vous recevoir à la fois ici, notre laboratoire qui est logé au sein du CRESP. Je dirais que l'équipe Infiri, comme le CRESP, c'est un endroit d'interdisciplinarité et de convivialité. Aujourd'hui, il faut tenir physiquement le livre. On profite de l'occasion pour faire le lancement officiel du livre. Je vais partager mon écran pour les diapos. Puis, voilà ici. Donc, normalement, c'est bon, on voit mes diapos. Puis, donc, ce qu'on a prévu faire, c'est d'abord permettre à tous de se familiariser avec ce que c'est l'innovation responsable en santé, puis vous proposer des pistes de réflexion, éventuellement d'action
ce qui intéresse Ingrid, les outils, pour réfléchir le rôle des professionnels de la santé dans l'innovation responsable. Puis, donc, le déroulement est en 2 parties. C'est un livre qui découle d'un programme de recherche de 7 ans qui est mené avec moi et ma formidable équipe Infieri. Donc, on a beaucoup préparé la présentation sur le comment. Comment on a traduit notre programme de recherche dans un livre qui est un mode d'emploi, on dirait en anglais un how-to pour les innovateurs. Puis, ce qu'on vous propose de considérer, c'est que l'ensemble des professionnels de la santé, l'ensemble des cadres qui œuvrent dans le réseau de la santé sont des innovateurs. Vous contribuez à évaluer les pratiques, à identifier des zones d'amélioration, vous épaulez, appuyez des équipes qui visent à transformer les soins et les services. Donc, vous êtes des innovateurs. Puis pour nous, c'est important parce qu'on a tendance à penser au diable clinique. Hein. Il y a des patients, il y a des prestataires de soins. Nous, ce qu'on ajoute avec l'innovation responsable, c'est cette idée que comme professionnels, vous êtes aussi des personnes qui peuvent contribuer à fabriquer avec soin des outils de soin. Donc, avant de poursuivre, je veux inviter mes collègues rapprochés qui sont co-auteurs du livre à dire quelques mots. Donc, Lisanne Rivard, un peu ton parcours, puis un des projets, là, ou les projets qui sont clés dans la production du livre. Merci Pascal. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Donc, moi, je suis conseillère principale de recherche au sein de l'équipe Infieri depuis 2017. J'ai un parcours en sciences sociales très multidisciplinaire, beaucoup de recherche, actions participatives sur le terrain, en santé mentale, en éducation. Et avec Infieri, j'ai mené des projets qui ont, avec des innovateurs et des innovatrices, sur la conception et l'opérationnalisation de l'innovation responsable en santé. Donc, on a un projet qui nous a aidé à savoir qu'est-ce qui est important de mettre en pratique au sein de l'IRS. On a un autre projet où on est allé chercher concrètement les outils qui nous permettraient de mettre en pratique ces concepts-là. Merci, Lisanne. Hudson. Salut, bonjour tout le monde. Je m'appelle Hudson Silva, je suis conseiller de recherche dans le programme de recherche Infieri depuis 2016. Donc, j'ai une formation en sciences économiques et après, j'ai un doctorat aussi en santé publique. Je suis venu aussi en 2010 pour faire un stage postdoctoral avec Pascal en innovation en santé. Et on l'a gardé. Oui, c'est ça. Et chez Infieri, j'ai participé à plusieurs projets, y compris les projets pour développer et valider l'outil d'évaluation de l'innovation responsable en santé. Donc, Pascal va parler un peu plus sur cet outil-là, mais cet outil, de certaine façon, est abordé dans le livre. Et c'est une étape très importante dans le développement et l'utilisation, c'est de savoir quel est le degré de responsabilité des innovations en santé. Merci, Hudson. Si jamais vous êtes curieux et vous demandez c'est quoi ma formation initiale, elle n'est pas très fréquente, ça s'appelle le design industriel. Donc, c'est une discipline qui est assez proche du génie mécanique, dans le sens où on apprend des aspects techniques pour fabriquer des produits. En même temps, il y a tout un volet sciences sociales en design parce qu'on cherche à accroître l'utilisabilité en contexte réel. Donc, on doit se préoccuper de comment les gens utilisent des produits, les outils, dans le contexte de leur travail. Ensuite, j'ai fait un doctorat en santé publique, ce qui m'a permis de rejoindre le CRESP depuis longtemps. Puis, ça a évidemment transformé ma façon d'aborder les nouvelles technologies de la santé. Donc, la conférence aujourd'hui est vraiment orientée sur le comment. Donc, pour expliquer le pourquoi l'IRS, ce que je vais faire, c'est donner la parole à Logan Williams, qui est au départ ingénieur, puis qui ensuite a fait un doctorat en sciences sociales. Pourquoi Logan Williams? Parce qu'elle a eu l'extrême gentillesse de signer la préface de notre livre. Puis dans ce livre-là, elle nous explique que lorsqu'elle était étudiante, elle a contribué à développer des technologies médicales, les évaluer plus spécifiquement dans le domaine de l'imagerie à des fins diagnostiques pour les problèmes cardiovasculaires. Puis elle nous dit, à cette époque-là, c'était particulièrement pertinent pour moi parce que c'était
en lien avec une prépondérance élevée de problèmes cardiovasculaires dans la communauté afro-américaine. Puis, au fil du temps de ses études, elle a trouvé ça troublant parce qu'elle réalisait que ce sur quoi elle travaillait, donc les nouvelles technologies d'imagerie, probablement n'allaient pas générer l'impact souhaité auprès des populations qui ont une place particulière dans son cœur et l'ensemble des personnes qui vivent des réalités similaires. Donc, ce qu'elle nous disait, c'est que, en lisant le livre, elle pouvait se ramener dans ces études-là, puis imaginer que les conversations se concluraient autrement, c'est-à-dire que sa capacité d'anticiper qu'il y aurait des résultats défavorables ou en tout cas pas aussi élevés que souhaités auprès des communautés afro-américaines, qui est un groupe vulnérable, ne serait pas rapidement mis de côté en disant, ben oui, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc, ce que le livre lui a permis d'imaginer, c'est que les conversations, maintenant, sont possibles, le livre les rend possibles, puis ça nous amènerait à développer des solutions différentes. Donc, ça, c'est le pourquoi de quelqu'un qui a évolué dans ce domaine-là de façon très étroite. Donc, notre programme de recherche a démarré en 2015 grâce à du financement des Instituts de recherche en santé du Canada, 7 ans de recherche. Dès le départ, j'ai voulu dans l'équipe travailler avec des ingénieurs, des médecins, des sociologues, des économistes, puis aussi des personnes qui sont experts des services et des politiques de santé. On mène de la recherche dans 2 provinces canadiennes, le Québec et l'Ontario, parce que c'est dans ces provinces-là que se concentre l'industrie des technologies médicales. On fait également de la recherche au Brésil, dans l'État de São Paulo. Comme d'autres économies émergentes, au Brésil, on voit une capacité d'innovation très importante, un système de santé publique et aussi ce qui crée un marché intérieur très important avec des problèmes de santé un peu différents auxquels les technologies plus classiques n'apportent pas des réponses. Donc, un terrain très stimulant d'un point de vue d'innovation. Un programme de 7 ans, ça s'articule, on a plusieurs projets interreliés qui ont été articulés autour de 3 axes. Donc, dans un premier temps, on voulait comprendre les concepts. Qu'est-ce que c'est la responsabilité, qu'est-ce que c'est pas? Mais on voulait également comprendre d'un point de vue de design comment on peut concevoir ces technologies-là. Du côté de l'axe émergence, on s'est intéressé entre autres à des petites et des moyennes entreprises qui réussissent à concevoir, développer et amener aux utilisateurs. Puis là, ici, j'utilise amener, parce que ce n'est pas toujours mettre en marché, ça peut prendre des formes différentes. Donc, comment ils réussissent à développer de l'innovation responsable? Notre troisième axe, c'est plus systémique, c'est-à-dire au-delà des entrepreneurs, au-delà des produits, de quoi on a besoin en termes d'investissement, de politique publique, de politique d'achat, par exemple, dans les systèmes de santé. Donc, l'institutionnalisation, c'est de comprendre c'est quoi, d'un point de vue systémique, qui permet à l'IRS, l'innovation responsable, de prendre son envol. Dans le programme, on s'est appuyé sur des méthodologies variées, évidemment des synthèses de la littérature, de la recherche qualitative, Lisa a mentionné ses projets avec des innovateurs, puis également de la recherche quantitative. Audune fait aussi du quali, mais une de ses forces aussi, ça a été concentré dans le développement d'un instrument de mesure qui soit valide et fiable. Puis, à travers nos méthodologies, on a mis l'accent à la fois sur les pays du Sud comme du Nord. On s'est intéressé à des exemples concrets. On voulait comprendre pas juste les beaux côtés, mais aussi les défis du côté de l'innovation responsable. On accorde une importance importante à l'expertise pratique, donc les gens du terrain, première ligne, ceux qui donnent des soins et qui organisent ces soins-là. Vu qu'on travaille de près avec les professionnels, on a le souci aussi, quand c'est le bon moment, de partager nos résultats de recherche pour avoir des rétroactions. Puis on est dans le domaine de la santé, donc la rigueur, c'est pas mal le cap qu'il faut suivre. Donc, d'un point de vue théorique, ce qui nous intéresse, c'est comment l'innovation peut permettre à nos systèmes de santé d'être plus pérennes. Donc, ce que l'on sait dans la littérature, c'est que depuis les années 80, on a beaucoup développé des technologies
qui vise pas seulement, mais qui vise beaucoup les médecins spécialistes en centre urbain. Donc ici, on a de l'innovation qui vient exacerber un défi dans nos systèmes de santé, qui est d'assurer un accès équitable. Ces technologies-là visent souvent les médecins, mais on va avoir un impact sur beaucoup de personnel, que ce soit les infirmières, les aides-soignants, les préposés, l'ensemble des capacités de gestion aussi de l'hôpital. Donc, ce que l'on sait dans la littérature, c'est notre capacité de recruter, mais aussi de former, c'est-à-dire former quand on introduit des innovations, est une fragilité. Donc, on a des innovations qui sont plus complexes et donc qui exacerbent une fragilité dans les systèmes de santé existants. Troisième élément à partager, si on imagine des thérapies géniques qui se détaillent 2,5 millions par patient par traitement, on est face à une façon d'innover qui décuple les difficultés qu'on peut avoir face à l'absorption des innovations. C'est-à-dire, comment on s'y prend pour faire des règles de remboursement qui sont raisonnables, comment on s'y prend pour encadrer, définir qui a accès aux technologies. Dernier élément qui est souvent sous-estimé de la pérennité de nos systèmes de santé, c'est la pérennité environnementale. Nos systèmes viennent avec une empreinte carbone importante. Donc, pour l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone en même temps qu'on innove? D'autres éléments théoriques qui sont pertinents, c'est qu'on s'est beaucoup ancré dans la littérature qui est mieux connue sous l'acronyme Responsible Research and Innovation, RRI, qui a transformé les politiques européennes depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Puis ici, l'intérêt, c'est oui, considérer les impacts des technologies, mais plus important que ça pose la question de pourquoi on innove. C'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec l'innovation? Donc, c'est quoi la pertinence? Puis, ce que le RRI nous invite à faire, c'est tôt en amont, donner des directions à l'innovation dans le but d'apporter des solutions à des défis contemporains, les défis du 21e siècle. On peut ici imaginer les objectifs de développement durable comme étant une façon d'aligner l'innovation. Dans cette littérature-là aussi, ce que Stilgo et collègues nous invitent à faire, c'est d'abord, ils nous disent que l'innovation responsable, ça signifie avoir une posture vers le futur. Donc, j'aime bien l'expression « prendre soin du futur » en instaurant dès maintenant une gouvernance de la science et de l'innovation. Puis, dans les travaux de Stilgo qui ont été beaucoup repris dans la littérature RRI, on évoque 4 processus. Donc, processus d'innovation. Faire preuve d'anticipation, donc tenter d'imaginer sur une échelle de temps plus longue quels sont les risques, les inconvénients. Faire preuve de réflexivité. Ici, ça veut dire de questionner, est-ce que ça se peut qu'il y ait des normes, des biais sociaux sous-jacents à l'innovation qui sont mal pris en compte? Donc, être réflexif, ça nous amène spontanément à être plus inclusif. Donc, à intégrer dans le processus d'innovation des catégories de professionnels, des personnes, des communautés qui sont peut-être trop facilement laissées de côté quand on conçoit de l'innovation. Le dernier processus, le dernier principe qui est mis de l'avant, c'est davantage du côté de la réglementation puis des politiques, donc la réactivité. Ce que ça veut dire, c'est si, disons, on s'est engagé dans une trajectoire technologique puis on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne, qu'il y a peut-être une meilleure trajectoire, c'est de comprendre comment on peut réaligner ou revenir en arrière. Donc, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur qu'est-ce que ces trajectoires technologiques-là de solutions nous amènent à faire. Ça fait que nous, quand on a commencé en 2015, on s'est dit, oui, on aime le RRI, mais qu'est-ce que ça veut dire en santé? Donc, le IRS, là, santé, nous a guidés. Ça fait qu'on a intégré les 4 processus que je viens de décrire, mais on a aussi dit, ça nous prend des caractéristiques de produits. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre en œuvre les 4 processus puis arriver à une solution qui n'est pas responsable. Tu sais, il n'y a pas de lien direct et spontané entre les 4 processus puis à quoi ça ressemble la responsabilité quand on le voit sur un produit.
Deuxième élément important, c'est que l'innovation n'existe pas sans les entreprises qui les portent, donc l'organisation. Une entreprise pourrait avoir des processus responsables, pourrait produire quelques produits qui ont des caractéristiques de responsabilité, mais pas être une entreprise gouvernée de façon responsable. Donc, ça aussi, on a voulu conceptuellement intégrer cette notion-là. Donc, le but de l'IRS, c'est d'agir en amont, donner des directions à l'innovation dans son développement, afin de rendre nos systèmes de santé plus équitables et aussi plus pérennes sur le plan économique et environnemental. Puis, je ne me rappelle pas exactement quand on a dit go pour écrire le livre, mais je pense que c'était pendant la pandémie. Hein? On s'est dit, bon, il n'y aura plus tellement de terrain qualitatif. Puis, mais je pense qu'on sentait aussi que le contexte était mûr, que nous, on avait appris des choses qu'on voulait partager, mais que les gens du terrain étaient prêts à emprunter une nouvelle voie, à sortir des sentiers battus, parce qu'on avait une sensibilité plus grande face à nos défis du 21e siècle, évidemment le changement climatique, mais plusieurs autres choses aussi. Donc, on s'est assez vite entendu sur le but du livre. Le but, c'était pas d'élaborer des grandes conversations conceptuelles, mais c'était de faire un mode d'emploi, un guide. Donc, amener des innovateurs à savoir comment développer des innovations qui vont être évidemment de haute qualité et sécuritaire, c'est la base de la responsabilité, mais qui vont également renforcer l'équité en santé, offrir plus de valeur aux utilisateurs, utiliser moins de ressources, être moins dommageable pour l'environnement, tout en permettant à une entreprise d'opérer de façon viable. Là, vous allez dire, ouais, c'est-tu faisable? La réponse courte, c'est oui, c'est faisable. Donc, ça, c'était les objectifs du livre. Donc, en termes de forme, ça conditionnait très largement notre façon de l'écrire. Puis là, ici, je dois faire un coup d'eau à Lisanne, là, parce qu'elle nous a beaucoup aidé à expliquer de façon claire où on voulait aller. Notre premier constat, c'est que le but, ce n'est pas de sermonner, les innovateurs, dire « Ah, c'est responsable, c'est responsable ». On voulait vraiment montrer des étapes à suivre, puis des outils disponibles qui leur permettent de fabriquer avec soin des outils de soin. Donc, de faire de la responsabilité plutôt que de penser uniquement que c'est une question d'être responsable. Donc, le livre est relativement court, mais il s'adresse à des équipes interdisciplinaires. Comment des ingénieurs, des cliniciens, des entrepreneurs peuvent travailler ensemble. Donc, on a essayé de trouver la façon par exemple, des gens qui n'auraient jamais été exposés à ce que c'est les inégalités en santé, d'où ça vient, trouver un vocabulaire qui permet de le dire en termes plus simples et plus clairs. On a utilisé beaucoup d'encadrés, puis je vais en montrer un peu plus loin avec des exemples réels pour montrer que oui, ça existe, l'innovation responsable. On a aussi, bon, évidemment, à la fin de chaque chapitre, là, il y a les messages clés. Puis, c'est un livre qui fait un usage parcimonieux des références. Donc, d'un point de vue académique, on guide vers d'autres références, mais c'est d'abord de la concision, de la parcimonie qu'on vise. Le livre est fait de 3 parties. Donc, dans un premier temps, on veut décrire les concepts, mais les décrire en termes opérationnels, donc avec beaucoup d'illustrations et d'exemples. Dans un deuxième temps, on a voulu rassembler des outils qui permettent de faire de l'innovation responsable, mais également, puis là, ici, c'est beaucoup l'outil dont Watson a parlé, c'est que si une équipe développe une innovation, on veut aussi lui permettre de s'auto-évaluer en quelque sorte. Donc, de voir jusqu'où il rend compte des caractéristiques de responsabilité. La troisième partie, elle est plus courte et elle prend une vue d'ensemble pour comprendre aussi le rôle de d'autres parties prenantes dans l'innovation, autres parties prenantes, ceux qui font des politiques, les gestionnaires de santé, etc. Donc, la logique du livre, c'est vraiment, on démarre avec un lecteur qui est conçu un peu comme une équipe d'innovateurs à travers un projet concret d'innovation. Puis, vers la fin, on les amène à réfléchir à où sont les obstacles, où sont les leviers et qui peut influencer, là, je dirais, dans l'écosystème, la production d'innovation responsable. Maintenant, une définition de l'IRS. Ce que
nos travaux nous ont amené à clarifier, c'est que l'IRS, c'est d'abord un effort collaboratif dans lequel, évidemment, il va y avoir des désaccords, des tensions, mais dans lequel on va tendre, les parties prenantes vont tendre à s'engager, d'une part à clarifier qu'est-ce que c'est qu'on veut faire, et d'autre part à rencontrer un ensemble de principes, de valeurs, d'exigences. Ces principes se déclinent sur les plans éthiques, économiques, social et environnemental. Et ces principes-là vont s'appliquer au moment de la conception, du financement, de la production, de la distribution, de l'utilisation et de la mise au rencard des solutions. Donc là, il y a beaucoup de verbes. Puis tous ces verbes-là sont là pour capter le cycle de vie complet d'une innovation, mais aussi chacune des parties prenantes qui sont interpellées par l'innovation. Et le but, c'est de répondre aux besoins et aux défis des systèmes de santé de manière pérenne. Cette définition-là accompagne le cadre de l'IRS. Le cadre s'appuie sur 5 domaines de valeur. Puis là, vous allez voir la prépondérance santé publique. On se préoccupe d'abord de la valeur pour la santé des populations, donc une perspective populationnelle. Est-ce qu'on compte des besoins importants? Ensuite, la question des systèmes de santé. Ici, c'est une perspective qui est davantage orientée vers les systèmes publics dans lesquels on se dit, ben, est-ce que la solution, au lieu d'exacerber des fragilités puis des défis dans nos systèmes de santé, est-ce qu'elle apporte une solution? Est-ce qu'elle aide nos systèmes de santé à évoluer vers un avenir plus pérenne? Du côté de la valeur économique, là, on rentre dans les décisions de conception et de production d'innovation. Puis on se demande, est-ce que ceux qui l'ont développé ont réussi à, évidemment, faire une solution performante, donc qui répond bien aux attentes, mais est-ce qu'elles sont aussi abordables? Du côté organisationnel, donc les activités entrepreneuriales, ici, on examine comment l'entreprise est structurée pour offrir, évidemment, un produit de qualité à ses utilisateurs, ses acheteurs, mais est-ce qu'elle fait quelque chose de plus du côté sociétal? Puis la valeur environnementale, ben, c'est le principe d'éco-responsabilité. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'innovation? Donc, une définition, un cadre. Dans ce cadre-là, on a précisé ce qu'on appelle des attributs de responsabilité. Là, il y en a 9. Ce que vous voyez sur l'image, je vais attirer votre attention, par exemple, sur la zone en orange à droite. C'est la valeur pour la santé des populations. Ici, c'est un domaine de valeur qui s'appuie sur 3 attributs. Pertinence sanitaire. Est-ce qu'on réussit à mitiger les aspects éthiques, juridiques et sociaux? Puis est-ce qu'on réduit les inégalités? Donc, tout ça, ça se fonde sur de la littérature. On a développé les 9 attributs. Il y a une prépondérance du côté santé des populations et systèmes de santé. Puis pourquoi on a développé ces attributs-là? Parce que dans nos objectifs, c'est que nous, on voulait rendre la responsabilité mesurable et tangible. Puis je sais que pas tout le monde est d'accord. Il y en a qui disent, ouais, c'est plus des questions de réflexivité, questionner nos valeurs, s'interroger. Puis c'est pas juste Hudson, mais on était tous d'accord avec lui. Si la responsabilité, on ne rend pas ça tangible et mesurable, bien, ça va rester un beau discours. Les gens vont dire qu'ils le font, mais on ne saura jamais qu'est-ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Donc, on a développé un outil de mesure. On est dans le domaine de la santé. On s'est beaucoup inspiré des approches d'évaluation fondées sur des preuves. On a une échelle à 4 niveaux, A, B, C, D. Ça nous permet de générer un score numérique. Et ce score-là, par contre, est interprété, en examinant, est-ce qu'on a de l'information pour nos 9 attributs? Donc, on a un seuil, il faut documenter 7 attributs, puis sur 9. Puis ensuite, on se demande, est-ce qu'on a des sources de qualité? Donc, puis c'est aussi une de ses forces, c'est que c'est un outil qui a été développé de façon rigoureuse, donc validité de construit est présente, fiabilité est présente. Donc, je reviens un peu en arrière. On est en début de COVID, on a appris beaucoup de choses, on a un outil formidable qui nous permet de faire, je ne sais pas ce qu'on veut, nous auto-congratuler. On l'aime, notre outil. Donc, on a un outil qui permet
de faire une évaluation formelle. Donc, des gens qui ont accès à de la littérature scientifique, qui peuvent porter un jugement critique, peuvent l'utiliser. On recommande de l'appliquer dans des équipes interdisciplinaires, puis s'il y a des désaccords sur les scores, de faire consensus. Mais avec les travaux de Lisanne, qui a parlé avec plein d'innovateurs, qui ont regardé sur le terrain comment ça se passe, comment ils perçoivent ce qui est responsable, ce qui ne l'est pas, on s'est aussi rendu compte que vu que l'outil était très descriptif, attirait l'attention sur des choses très tangibles, mais on peut également s'en servir comme canevas de design. C'est-à-dire, si une équipe démarre un projet, elle peut regarder les échelles puis dire, ben, qu'est-ce que nous, on a envie de viser sur ces 4 niveaux-là de l'échelle. Donc, l'usage de l'outil comme canevas de design, c'est beaucoup ce qui a inspiré le livre. C'est comme ça que le livre est construit. Je vais vous donner un exemple. Dans l'outil, on parle de réactivité, capacité de répondre à des besoins dynamiques en termes d'actuel et futur des systèmes de santé. Donc, est-ce qu'on a la capacité d'offrir une solution qui répond à ces défis-là? Puis, dans l'outil, on définit les domaines d'intérêt. Notamment, c'est des défis systémiques qui vont inclure des changements démographiques, des changements épidémiologiques, des défis liés aux ressources humaines, à la formation, au recrutement, des solutions aussi qui nous amènent des réponses à des lacunes dans la prestation des services, les connaissances ou en matière de gouvernance. Ça, c'est la partie de définition de l'attribut. Ensuite, on a une échelle. Donc, ça suppose de répondre à une question. Donc, ici, on utilise la documentation pour se demander est-ce que l'innovation tente de surmonter un défi systémique qui est documenté comme étant de haute importance dans la région visée? Un niveau B sur l'échelle, ce serait un défi d'importance modérée. Un C, un défi de faible importance. Donc, ici, ce qu'on peut aller chercher, par exemple, c'est un plan santé, une analyse des besoins du système de santé dans la région. Puis, on va regarder comment se classe l'importance du problème auquel la technologie apporte une réponse. Un D, qu'est-ce que c'est sur l'échelle? Ici, on a une innovation qui a des qualités, mais qui ne s'attaque à aucun défi spécifique du système de santé. Donc ici, nous, ce qu'on mesure, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Le D, ça ne veut pas dire que c'est irresponsable. On s'intéresse tout simplement, le D, ce que ça signifie, c'est que cet attribut-là, la capacité de réactivité, n'est pas présent dans la solution. Donc là, je vous ai montré un peu la mécanique de l'échelle. Un peu plus tôt, je vous ai dit, bien, dans le livre, on s'en sert pour guider les innovateurs. On a sollicité un réseau élargi de collaborateurs pour qu'ils nous proposent des exemples concrets d'innovation. On a conçu une banque. Puis on s'est dit, ah, ça, c'est des... Puis il y avait plein de beaux projets là-dedans. Puis on a dit, bien, ça, c'est un bon exemple pour l'attribut réactivité. Ça, c'est un bon exemple pour l'attribut pertinence sanitaire. Donc, dans le livre, ce qu'on a fait, c'est mettre des encadrés avec la source le ou la collaboratrice qui avait amené à notre attention l'exemple. On le décrit de façon sommaire, dans le sens où on ne fait pas une analyse approfondie, mais c'est pour rendre ça concret. Donc, ici, pour réactivité, on a l'exemple du centre Philo, qui est un centre d'expertise pour les personnes polyhandicapées et leurs familles. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on s'intéresse au passage de ces enfants-là à la vie adulte. Donc, d'un point de vue de réactivité, on est vraiment dans assurer la continuité des soins entre un hôpital pédiatrique et des soins adultes, mais également les arrimages nécessaires avec l'éducation, les services sociaux, etc. Donc, c'est un peu comme ça dans le livre qu'on amène ces exemples-là qui permettent aux lecteurs de réfléchir. Donc, je ne vais pas vous parler des 9 attributs puis vous donner des exemples pour les 9. On en a choisi quelques-uns. Donc, aspects éthiques, juridiques et sociaux. On en parle souvent. Dans l'outil, on le définit comme étant l'impact qui peut être positif ou négatif, ou les deux, d'une innovation sur le bien-être moral et socioculturel des individus et des groupes,
ainsi que les enjeux juridiques et réglementaires que son utilisation soulève. Dans l'outil, on attire l'attention sur 3 catégories d'impact. Puis ici, on n'a pas la prétention que tôt en début de projet, on peut connaître tous ces impacts-là. Mais ce qu'on dit, c'est que les innovateurs devraient se préoccuper de quels sont les outils disponibles qui vont mitiger les aspects soulevés s'ils se présentent. Donc, quand on a des enjeux éthiques, on voudrait, par exemple, avoir un outil d'aide à la décision pour clarifier auprès des patients, des professionnels, quelles sont les zones éthiques. Cadre juridique, ben, si on fait une solution numérique au niveau de la confidentialité, on voudrait respecter les normes de confidentialité. Pour les aspects sociaux, on peut penser à des maladies chroniques qui viennent avec un fardeau de stigmatisation. Et l'exemple qu'on prend dans le livre, c'est en santé mentale, c'est l'appli Mentalis. Puis ce qui est intéressant dans cette solution-là, c'est qu'il tente de mettre ensemble des professionnels et des patients, puis différentes ressources en santé mentale. Donc, dans cet exemple-là, à la source, on s'est dit, on va recueillir le moins de données possible que les données pertinentes. Donc, il n'y a pas de données, ce qu'on appelle des traces numériques là, de navigation sur le site, afin d'assurer une logique de privacy by design, donc à la source. C'est aussi un projet qui s'appuie sur du prototypage avec les parties prenantes. Donc, s'il y a des situations de discrimination, ben, on va avoir la parole des personnes concernées, puis on va réfléchir aux outils pour les mitiger. Un attribut dont on ne parle pas souvent en santé, puis qui me semble important aujourd'hui, qui a toujours été important, mais qui est davantage aujourd'hui, c'est la frugalité. Donc, la frugalité, ça renvoie à notre capacité de fournir une solution qui va offrir plus de valeur à un plus grand nombre en utilisant le moins de ressources possible. Puis ces ressources-là, ça s'exprime en termes de capital. Donc, les investissements en amont, les matériaux, l'énergie, le temps de travail. Donc, beaucoup au niveau de la conception de l'innovation, mais ensuite de son usage. Donc, dans l'échelle, on attire l'attention sur 3 caractéristiques qui sont très importantes dans la littérature sur l'innovation frugale. Est-ce qu'on a réfléchi en amont à combien allait coûter la solution plus tard? Donc, l'abordabilité. Un élément qui permet de faire ça de façon importante, c'est est-ce qu'on se concentre sur les fonctionnalités de base? Vous avez peut-être déjà entendu, il y a des logiciels où on utilise 10% des utilisateurs utilisent comme 15% des fonctions. Bien, quand on fait du design de produit, on doit se demander, est-ce que j'introduis dans ma solution les fonctions les plus importantes qui vont rejoindre le plus grand nombre d'utilisateurs puis qui vont être faciles d'utilisation. Donc, frugalité, ça suppose une certaine simplicité, mais une simplicité réfléchie qui va avoir le plus grand impact pour les utilisateurs. La 3e caractéristique qui est super importante, c'est est-ce qu'on a pensé à nos fonctionnalités en fonction du contexte d'usage. Ici, imaginez, vous voulez offrir des soins dans des régions éloignées ou difficiles à rejoindre, ou des régions avec des conditions climatiques difficiles. Mais ce que vous voulez, c'est peut-être de la portabilité. Vous voulez peut-être aussi de la robustesse aux intempéries. Si vous développez une solution qui va être utilisée en grand centre urbain, bien là, peut-être vous voulez des économies d'échelle. Donc, optimiser une solution, c'est vraiment lié au contexte de déploiement. Puis l'exemple qu'on donne dans le livre, c'est l'exemple de Kind Scott, qui est une coupe faite de silicone, qui est une alternative aux pompes mécaniques pour extraire le lait maternel. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'appuie sur des travaux de recherche qui démontrent que l'extraction manuelle du lait maternel produit plus de lait, un lait plus riche. Puis, imaginez la coupe, elle se transporte facilement, elle est de petite taille. Un des enjeux avec les pompes mécaniques, c'est que c'est des grands contenants. Puis, une des anxiétés que les jeunes mamans peuvent vivre, c'est de ne pas produire assez de lait. Donc, ici, d'un point de vue design, ça se remplit plus rapidement, puis on le voit se remplir, ce qui est important pour maintenir
la volonté ou en tout cas le plaisir d'allaiter puis d'avoir un sentiment de renforcement qu'on fait ce qui est à faire. Donc, ça se vend environ 30 $ l'unité, très durable, réutilisable. Donc ici, ça remplit les propriétés d'innovation frugale. Donc, dernier attribut dont je vous parle, l'éco-responsabilité, parce que c'est une préoccupation émergente d'intérêt. Dans l'outil, on attire l'attention sur les étapes, donc le cycle de vie d'une innovation, parce que l'éco-responsabilité, ça concerne soit un produit, un processus ou encore une méthode qui permet de réduire les impacts négatifs. Donc, sur l'image, c'est une figure qui résume un peu l'échelle ABCD. Ici, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre d'étapes clés dans le cycle de vie où l'innovation a tenté de réduire son impact. Utilisation des matières premières, fabrication, distribution, utilisation, puis fin de vie utile. Puis, on est content parce que cet exemple-là, c'est un exemple du Québec. En pleine COVID, une entreprise de la région de la Gaspésie qui produit, on voit pas l'image, qui produisait des, on va le sortir de nos sacs, je pense qu'on en a tous acheté un. Une entreprise qui fabriquait déjà des vêtements responsables, en pleine COVID, s'est dit, on a besoin de masques réutilisables. Donc, c'est fabriqué à partir de matières recyclées, sans procédés toxiques. Le masque va maintenir ses propriétés de filtration s'il est lavé jusqu'à 100 fois. Donc, c'est énorme, la réduction de matières premières à la source. C'est aussi une entreprise qui offre la récupération à la fin du cycle de vie. Donc, un exemple d'éco-responsabilité. Donc là, je vous ai parlé des concepts, des attributs, je vous ai donné des exemples. C'est l'esprit de la première partie du livre. Donc, dans la deuxième partie, une fois qu'on a expliqué les concepts, là, on veut décrire comment des outils permettent de faire de l'innovation responsable et comment on peut appliquer l'outil RS développé, entre autres par Odile, mais piloté par Odile, pour évaluer si dans leur projet, les innovateurs rencontrent ces caractéristiques-là. Puis, je dirais ici, la bonne nouvelle, c'est que les travaux de Lisanne ont montré, puis là, ici, on a des travaux qui s'inspirent des logiques de co-design. Elle a consulté des professionnels qui participent à l'innovation avec de différentes disciplines. Ça incluait ingénieurs, cliniciens, entrepreneurs, sciences sociales étaient présents. Donc, puis elle leur a demandé, ce serait quoi les outils qui permettraient de rencontrer les dimensions que j'ai décrites plus tôt. C'est que la bonne nouvelle, là, je sais que ce n'est pas visible là, sur l'image, mais c'est qu'il y a plusieurs outils qui existent déjà qui peuvent être utilisés pour soutenir l'IRS. Donc, un premier que j'aimerais souligner, c'est la méthode photovoix. La méthode photovoix, c'est idéal pour inclure dans notre processus d'innovation les gens concernés. Méthode photovoix, ça nous met en contexte, ça donne un support pour créer ce dialogue-là entre les besoins et le potentiel d'une solution. Un autre outil qui est peut-être connu davantage du côté des gens qui travaillent sur la qualité, qui cherchent à éviter des événements malencontreux ou encore du côté du génie, c'est les diagrammes d'Ishikawa qui nous amènent de façon un peu plus analytique à réfléchir, par exemple, en termes de frugalité. Je pourrais analyser une solution, ce que je pense être la bonne solution, puis voir quelles sont les causes et les effets de l'utilisation de matières premières. Qu'est-ce qui augmente les coûts ou non? Donc, qu'est-ce qui me permet de rendre plus abordable ma solution? Donc, dans ces sections-là du livre, ce qu'on a fait, c'est vraiment capitaliser sur le travail de Lisanne pour organiser ces outils-là, puis donner des illustrations. Dans cette partie-là du livre, aussi, un élément important, c'est d'amener les équipes à prendre un peu de recul. Hein. Là, tu sais, je vous ai amené en profondeur sur les caractéristiques de responsabilité, mais ce qu'on dit aux innovateurs, c'est qu'il faut garder la vue d'ensemble des 9 attributs.
Puis là, une chose que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais qui est importante, c'est que nous, on ne s'attend pas à ce que les innovateurs aient des A sur les 9 attributs. Hein, ce n'est pas le but, puis probablement que ce n'est peut-être pas souhaitable non plus. Donc, le A ne doit pas être perçu comme quand on veut performer, qu'on va avoir des A. Ici, il faut oublier ça. Ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les zones de compromis acceptables pour la solution, puis le contexte où elle est visée. Puis quand on regarde les liens entre les attributs, ben, on va réaliser, ah tiens, il peut y avoir des synergies entre des attributs. Fait que certains qui sont en tension, mais d'autres qui se renforcent mutuellement. Donc, peut-être si on développait une appli pour l'autosurveillance de la glycémie, là, on sait, l'équipe sait que d'un point de vue de pertinence sanitaire, c'est élevé. Le fardeau lié au diabète est important. Réactivité, c'est bon parce qu'on se dit, ben, les maladies chroniques demandent des soins et des services sur une base continue. Mais là, on va se demander, bon, on est du côté du numérique, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire clair pour respecter le partage des données, comment on fait ça entre le patient et le système? On va aussi devoir se positionner sur c'est quoi notre modèle d'affaires. Est-ce qu'on veut surtout vendre une appli? Est-ce qu'on va vendre des données aussi? Parce que ça, c'est assez lucratif, malheureusement. Donc, ça demande de se questionner sur ces tensions-là, puis qu'est-ce que nous, on veut comme équipe. Puis, l'exemple qu'on donne aussi pour montrer la synergie entre les attributs, c'est un livre illustré qui a été développé pour les enfants atteints de cancer et leurs parents. Donc, ici, pertinence sanitaire élevée. On est dans une situation de maladie chronique en bas âge. Inclusivité, l'équipe a évidemment l'équipe a choisi de travailler avec des enfants, des adolescents, les parents, pour comprendre c'est quoi les termes qui les inquiétaient ou qui ne comprenaient pas bien, à quoi ça ressemble le parcours de soins en oncologie. Donc, ils ont vraiment travaillé avec eux pour à la fois mettre en mots simples et illustrer ce que ça veut dire. Donc, excellente réactivité parce que quand la famille est mieux équipée pour avoir la conversation puis subir les traitements, les diagnostics, etc., ben, il y a une meilleure coopération. Au niveau intensité des soins, ça me va bien parce que le livre peut être partagé aisément avant de se rendre en milieu de soins tertiaire. Frugalité, ben, le livre existe depuis longtemps, est un bon exemple de solution frugale. Puis dans le cas du modèle d'affaires, ben, c'est une entreprise qui très vite a dit, ben, nous, notre matière, elle est sensible, l'oncologie pédiatrique. On doit développer une entreprise qui est à but non lucratif de façon à se protéger aussi des conflits d'intérêts. Donc, ils ont trouvé la forme organisationnelle qui est la mieux équipée pour porter ce projet-là jusqu'aux utilisateurs. Donc, maintenant, si on se dit, c'est quoi les implications pour le U dans le CIUS, donc la mission universitaire? Puis, ben, moi, j'aurais tendance à dire que dans un premier temps, si on regarde l'enseignement, ce que nous, on réalise avec le temps, c'est que le cadre IRS, donc les 5 domaines de valeur, aide à analyser les pratiques innovantes. Ça permet de décortiquer un peu qu'est-ce qu'on veut obtenir à travers des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits, des nouveaux services. Le livre a aussi plusieurs exemples, puis je pense que dans l'enseignement, c'est utile d'avoir ces exemples, à la fois comme cas concrets analysés plus en profondeur, ou en tout cas, on peut s'en servir aussi pour essayer d'imaginer comment on aurait pu accroître la responsabilité ou quelles sont les tensions entre les attributs. Puis d'un point de vue de recherche, puis ça c'est un peu mon biais à moi, d'un point de vue de recherche, parce que je suis à l'école de santé publique, dans un département de gestion, puis je trouve que trop souvent en recherche, on a tendance à diviser la gestion de la santé des populations. Puis ce qu'on a fait comme effort dans notre cadre, c'est vraiment de considérer de la littérature importante des deux côtés, donc à la fois en termes de santé des populations et du système de santé. Puis ça, je pense que ça permet de générer des recherches intéressantes.
Je ne vous dirais pas que du côté de l'éco-responsabilité, il n'y a pas urgence de développer de la nouvelle recherche. Là, je pense qu'on est pas mal là, puis on a des grands bons à faire. Puis je pense que l'IRS nous invite et nous donne quelques outils pour le faire. Pour ce qui est de la troisième partie que j'ai décrite là, plutôt comme étant plus systémique, donc ici, on sort un peu des équipes innovantes pour dire c'est qui les autres autour d'eux. Puis, on a appelé ça des plateformes d'intermédiation pour raccourcir un peu, mais pensez ici à des incubateurs, accélérateurs, living lab, des activités comme Hacking Health, donc des lieux où on met ensemble des compétences distinctes afin de favoriser l'innovation. Puis, je pense qu'ils peuvent se servir du livre ici pour vraiment s'assurer que toutes les compétences sont dans une partition harmonisée, c'est-à-dire peuvent se consolider l'une l'autre. J'appelle aussi les gestionnaires de la santé du fond du cœur à jouer leur rôle de guide pour articuler la demande des systèmes de santé. Il y a plein d'innovateurs qui ont des idées, puis ils n'ont pas tant l'occasion de demander à des gens de la santé « Est-ce que mon idée, c'est une bonne solution pour vous? » Ça fait que les gestionnaires de la santé, moi, je pense qu'ils ont un rôle très important à décrire qu'est-ce que leur équipe, leur système, leur unité, la transition entre, par exemple, en réadaptation, où ça nous mène, puis donc articuler la demande. Puis c'est aussi souvent une porte d'entrée pour les innovateurs. Hein. On cogne à la porte des hôpitaux. Moi, j'invite les gestionnaires à penser de façon très inclusive qui peut contribuer à un projet d'innovation. Aller chercher les gens de la première ligne, aller chercher les gens du terrain, ceux qui se préoccupent de la continuité des soins, parce que ça va nourrir les projets d'innovation. En bonus, on vous invite à faire un petit exercice, pas ici maintenant, pour ça. Mais dans le livre, Lisanne a développé ce qu'on a appelé la boussole du design responsable. Puis, ce qui est intéressant avec cette boussole-là, c'est qu'avant de se lancer dans un projet d'innovation, on invite les équipes à faire un petit exercice entre eux, qui est de se positionner. Tu sais, vous voyez des pôles. Ça fait qu'on invite les individus à se positionner sur deux pôles également désirables. Donc, par exemple, est-ce que nous, dans notre projet, on veut vraiment une solution qui est portée par les patients, qui est conçue, pensée par les utilisateurs, ou on veut une solution qui s'inspire vraiment de la science la plus récente, de l'expertise dans un domaine technologique. Puis se positionner comme ça va permettre de clarifier, de rendre plus palpable où on est comme équipe. Est-ce qu'on va dans la même direction? Un autre pôle, c'est est-ce que nous, on aime la technologie de pointe ou bien on veut tester la frugalité, arriver avec une solution, si je raccourcis, c'est techno-pointe versus techno-simple, ça serait un peu ça l'axe. Du côté de l'environnement, est-ce qu'on se dit non, nous, notre priorité, c'est vraiment la santé, puis on considérera l'environnement tout de suite après, ou bien on les met sur un pied d'égalité, environnement et santé. Donc, un exercice à faire en équipe pour clarifier nos directions, pour aussi examiner des aspects qui sont... Tu sais, parce que des fois, les équipes arrivent avec une solution, puis ensuite essaient de la pousser. Là, ici, on les amène un peu en amont à réfléchir plus tôt. Donc, qu'est-ce qui est à retenir de cette présentation aujourd'hui? J'ai dit un peu plus tôt qu'on considère les professionnels de la santé, les innovateurs, comme des gens qui fabriquent avec soin des outils de soins. En anglais, ça va bien, on dit caremakers. ça capture bien, c'est pas caregivers, c'est pas care recipients, c'est caremakers. Donc, peut-être à garder en tête, comme professionnels, vous êtes des gens qui pouvaient fabriquer avec soin des outils de soins. Ce que l'IRS cherche à faire, c'est d'orienter de façon précoce les innovations dans ce que nous, on définit comme étant la bonne direction. Qu'est-ce que c'est la bonne direction? C'est de rendre nos systèmes de santé plus équitables et durables, économiques, environnementaux, ces deux aspects-là. Puis on a des exemples, ça existe déjà. Donc, je pense que c'est d'intérêt pour
pour nous tous de jouer ce rôle-là puis de contribuer à l'innovation responsable. Là, c'était vraiment de l'autopromotion. Donc, on peut s'arrêter ici. Patricia, les diapos vont être disponibles, puis Ingrid va prendre la relève. Patricia va gérer les questions, puis moi, je vais arrêter de partager les cours. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est très intéressant, ça nous donne envie de lire le livre et de voir l'exemple concrètement. Et moi, je suis là pour effectivement animer la période des questions, mais je fais ça en partenariat avec Patricia, parce que Patricia a accès aux personnes qui sont sur Zoom. Donc, les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à écrire vos questions et Patricia pourra les relayer. Et puis, est-ce que ici, dans la salle, il y a des personnes qui déjà veulent faire un retour? Ça peut être une question, ça peut être un commentaire, tout simplement. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Et c'est très brut de blanc comme ça. Alors, pendant que vous réfléchissez, vous aimeriez peut-être poser comme question. Moi, j'ai une question, et c'est la chercheuse qui parle. Tu parlais de l'aspect recherche, de comment ça pourrait être utilisé pour la recherche, et tu parles d'évaluer les impacts. Et moi, je me demande justement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de à quoi pourrait ressembler un projet de recherche qui mesurerait les impacts? Est-ce que ce serait des impacts de l'outil ou des impacts de l'innovation responsable déjà? Et puis, ce serait quoi des indicateurs d'impact? Ben, une chose qui est à portée de main quand même en recherche, c'est d'appliquer l'outil RS. Puis là, ici, on n'est pas en mesure d'impact, mais on est en mesure du degré de responsabilité. Donc, ça pourrait être intéressant, tu sais, parce que l'innovation, ça évolue dans le temps. Hein. Il y a les idées initiales, ce qu'on réussit à faire, ce qui est plus difficile. Ben, l'outil peut être utilisé, pour comparer des degrés d'innovation entre des solutions possibles. Ça peut aussi être utilisé pour comparer dans le temps le degré de responsabilité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à portée de main parce que l'outil est là, on a un guide de l'utilisateur, la fiabilité est là. Donc, ça, c'est un premier usage. Quand tu soulèves la question des impacts, des indicateurs, je pense qu'on peut essayer d'imaginer de quelle façon, en ce moment, on réussit à choisir pour nos cliniques, pour nos systèmes de santé, des solutions qui préservent la pérennité à long terme, qui réduisent les inégalités. Puis ça, je pense qu'on a des indicateurs qui existent pour ça. Puis donc, d'avoir, tu sais, dans le portfolio des innovations qu'on choisit de rembourser, qu'on choisit d'adopter, ben, il y a probablement des gains à faire si on réfléchit en termes de responsabilité, c'est-à-dire faire des meilleurs choix. Ça serait un peu ma piste entre évaluer le degré de responsabilité puis évaluer ce que ça donne déployer dans le système de santé. Mais je pense qu'en ce moment, on absorbe quand même beaucoup d'innovations, puis pas toujours des innovations que les cliniciens trouvent très pertinentes ou faciles d'utilisation, puis des innovations qui parfois ont un impact modéré sur les parcours de soins des patients puis de leur vie après l'hôpital. Donc là, je pense qu'on... C'est intéressant hein, parce que quand tu soulèves ça, tu as élargi finalement les partenaires de recherche dont on aurait besoin pour pouvoir venir évaluer tout ça. Je sais qu'il y a des volets. La parole est à vous. Ben, c'est en lien aussi pour continuer. Qu'est-ce qu'on dit aux gestionnaires de la santé qui s'éduquent et puis qui se dirigent vers le value-based healthcare? Où sont les points de contact? Puis comment est-ce qu'ils deviennent en compétition? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Quelle est la discussion entre les deux? Est-ce qu'on pourrait juste clarifier le value-based healthcare avant que... Non. Annie. Il y a des variantes autour du value-based healthcare. On peut imaginer lier les budgets aux résultats. Ça, c'est la façon la plus opérationnelle.
Sinon, il y a se baser sur un cadre de valeur pour apprécier l'évaluation. Ça, c'est plus proche de ce que fait l'INES. C'est ça, c'est très proche des 5 dimensions là, que vous avez dit, c'est presque la même chose. Il y a beaucoup de parallèles dans les cadres d'appréciation de la valeur, ce qui va, je pense, nous permettre de consolider des synergies. C'est que nous, on a vraiment travaillé en amont, donc avant que les technologies cognent à la porte de l'INES. L'INES s'intéresse évidemment à l'innovation, puis ils ont des travaux qui vont dans ce sens-là. C'est que je pense que c'est autour de ça. C'est autour de qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour s'assurer que l'appréciation de la valeur va être cohérente avec... parce que santé des populations, système de santé présent, et pour responsabilité, on le voit comme une préoccupation en évaluation des technologies. Tu sais, c'est pas... ça gagne en importance. Puis je pense que l'outil RS nous rappelle les inégalités, la prise en compte des inégalités. Ça va? Mais moi, j'avais une question qui continue, je pense, un peu de cette discussion-là. Je pense aux innovateurs, justement. Et c'est quoi le drive pour eux d'appliquer ce type d'outils? Et parce que ça mesure l'innovation, le processus d'innovation. Mais pour l'entreprise, pour la personne qui s'engage dans ce type de processus, il y a des gains et des pertes aussi pour la personne elle-même, pour la santé financière de l'entreprise. Donc, c'est quoi les incentives? Je n'ai pas le bon mot en français, je suis désolée. Qui va faire que les innovateurs vont s'engager là-dedans. J'ai presque envie. Je ne tiens pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis ça fait le lien avec ce que tu disais plus tôt, c'est quand tu dis, ah tiens, ça va nous amener en recherche d'inclure des acteurs auxquels on ne penserait pas. Tu sais, si on pense à après-hôpital, on pense à organismes communautaires, on pense à des patients, des aidants, tu sais, ça nous amène à identifier d'autres acteurs. Quand on réfléchit à l'entreprise, nous, ce qu'on observe dans nos travaux, c'est qu'il y a des entreprises qui sont structurées, motivées, qui développent l'innovation responsable. Elles diffèrent des grandes entreprises établies dans le domaine des dispositifs médicaux ou pharmaceutiques parce qu'elles ont une vision du monde qui est différente. Ce qu'on observe, grosso modo, c'est que du côté de ces entreprises-là, ce qu'elles veulent, c'est résoudre des problèmes, partager leurs connaissances puis leurs outils avec d'autres entreprises pour que collectivement, on puisse résoudre des problèmes. Puis, il y a d'autres entreprises où très vite, on les amène à dire, ben non, toi, il faut que tu protèges tes profits, toi, il faut que tu protèges ta propriété intellectuelle. Puis, toutes ces choses-là, oui, ils comptent. On veut une entreprise viable, mais ça ne les amène pas à travailler dans la bonne direction, ni nécessairement avec les bons partenaires, d'un point de vue des Ça fait que, moi, je dis des fois, je simplifie, là, mais quand on cherche, on trouve. Quand on cherche des entreprises qui travaillent autrement, puis qui produisent des résultats différents, on les trouve. Donc, en amont, en recherche, peut-être c'est cet arrimage-là qu'on a besoin de faire, de travailler avec des groupes qui sont déjà impliqués, qui connaissent les communautés vulnérables, qui connaissent ce qui ne marche pas, qui savent dans des contextes très particuliers qu'est-ce qui est porteur comme solution. Puis, notre capacité comme chercheurs de les accompagner va être décuplée, je pense. C'est un peu mon appréciation. Je ne sais pas si est-ce qu'on essaierait. Il y a quelques personnes qui sont déjà parties, malheureusement, mais il y a, je pense, un consensus qui ont bien aimé la présentation. Il avait une petite question par rapport à la langue du livre, donc il est en anglais. Est-ce qu'on aura des ressources en français bientôt? Ben, notre outil est en français, notre guide de l'utilisateur est en français, également en portugais. Donc pour le moment, il n'y a pas... c'est ça, on pense... je peux-tu dire ça? Oui, on pense prioriser la traduction en portugais. C'est presque terrible de dire ça.
Aidez-moi. Mais est-ce que moi je peux rajouter, parce que tu n'y parles peut-être pas toi-même parce que vous êtes le nez dedans, mais sur votre site, il y a beaucoup de ressources en français Voilà. déjà. C'est ça exactement, donc c'est aussi une mine d'or d'aller regarder sur le site. Moi, je comprends totalement la priorisation du portugais où il y a moins de personnes qui ont accès à l'anglais. Je pense que vous avez fait votre exercice avec votre roue et les différentes tensions pour faire ce choix-là. Puis après, on espère qu'il y aura une traduction en français, ça c'est sûr, ce serait génial. Mais je Merci, comprends entièrement cette En fait, priorisation. c'est qu'on sait qu'au Brésil, en le rendant disponible en portugais, il va avoir un impact notable. Puis ça c'est ce qui nous motive. Oui. Oui, parce qu'il n'y aura pas juste l'impact au Brésil, il y aura l'impact que les Brésiliens pourront en parler dans les pays adjacents aussi. Donc, ça va être, je vois cet impact-là. Et puis, moi, je défends le français, surtout au Québec, et ce serait génial s'il y avait des ressources pour aussi une traduction en français, bien sûr. Le message est reçu. Mais sur le site, il y a déjà vraiment, si on veut actionner ces outils-là, il y a vraiment la possibilité de le faire. Et je le dis en tant qu'une personne qui a une équipe francophone qui travaille avec vos outils à travers ce qui est disponible déjà sur le site. C'était jusque 13h, hein, la présentation est à 13h30, comme mon cerveau à un moment donné s'est dit. Parce que, est-ce que, Patricia, tu verrais comme une dernière question qu'on voudrait prendre du chat? Il n'y en a vraiment plus. Il y avait une par rapport à des attributs que je pense que tu as répondu. Donc, est-ce que quelqu'un veut poser une question en ligne sur place? Vous avez 3, 2. Moi, j'en ai une petite question. Quand il y avait la partie sur l'enseignement, puis maintenant, depuis 10 ans, à l'Université de Montréal, il y a des cours sur le partenariat, par exemple, avec les patients. Dans toutes les professions de la santé, est-ce qu'on pourrait penser à quelque chose de semblable en innovation responsable, de façon transversale? Tout le monde, que les jeunes, quand ils arrivent, leurs idées soient déjà orientées pour qu'ils soient demandeurs eux-mêmes, puis qu'il n'y ait pas cette dissonance entre peut-être les valeurs des jeunes maintenant avec quand on arrive dans la dure réalité des institutions. Mais c'est clair qu'avec les travaux d'Infieri, les gens qui y travaillent, rendre pratique, utilisant puis former, c'est au cœur de nos préoccupations. On a fait des formations sur mesure pour des groupes qui nous ont approchés, puis je pense qu'on réfléchit en termes de formation qui puissent bien j'allais dire délivrer, c'est pas le bon mot, qui puissent bien se mettre en œuvre. Ça fait que c'est une préoccupation tout à fait. Puis c'est clair que c'est une démarche d'équipe. L'innovation, c'est pas une personne qui a une idée brillante. C'est un collectif qui est capable de travailler ensemble, d'identifier les tâches aveugles, d'être créatif, de sortir des sentiers battus. L'innovation, c'est toujours porté par un collectif. Donc ça, c'est fondamental. Est-ce que l'institution est ouverte? Bien sûr. Toi, c'est quoi ta profession ou ton activité? Tu es L'expert de l'innovation. Mais moi, je suis une des co-leaders de Hacking Health Montréal. Oui. Hacking Health Montréal. Et puis, je suis pas en sciences sociales. D'accord. Parce que dans ce que tu dis avec la sensibilisation à l'approche partenariat patient, c'est ça que j'entendais dans ta question. C'est un bon modèle où, en 10 ans, avec le bureau de partenariat à l'université, il y a vraiment quelque chose d'établi qui différencie aussi l'approche de l'Université de Montréal. Ça vient, là, on parle du modèle de Montréal, au niveau du site, ça devient une référence, mais le fait que c'est inclus dans l'enseignement, ça donne énormément de crédibilité en plus, et on transforme
les professionnels au fur et à mesure qui rentrent sur le marché. Oui, moi, je pense qu'il y a cette C'est transformation parallèle, qui j'en parlais s'opère. comme parallèle au Oui, niveau de l'innovation responsable, c'est tout aussi transversal Mais- que le partenariat avec mais ça, c'est une bonne question parce que l'innovation, mais comme toi, tu dis, c'est quelque chose de collectif. L'innovation n'est pas une idée magnifique qui émerge dans une tête, donc c'est quelque chose de collectif. Mais ce qui me, ce qui, dans ta question, je me dis, il y a pas, ça n'existe pas un programme d'université d'innovation responsable ou d'innovation tout court, ou bien est-ce que ça existe? Parce que pour moi, justement, ce que je vois dans les innovateurs qui sont autour de moi ou dans les équipes que moi je mobilise, c'est des cliniciens, c'est des ingénieurs, donc il y a comme, je me demande si on toi ne tu peut pas en faire, envisages, non, on ne peut pas en faire un programme séparé. c'est ça, ouais. Il faut que ça fasse tout simplement, tu sais, Universitaire. le IRS là, 101, 201, 300. Ah, tu vois, comme les dépendant, CLS, je vois. Mais moi, je pense, mais ce serait vraiment chouette, vous pouvez partir. Hein, ce serait vraiment très intéressant d'en discuter et de voir justement comment tu peux insuffler cette posture-là de manière plus générale et de manière transversale dans différents programmes. Moi, je vois que dans les programmes de réadaptation, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui devient un réflexe, je pense. Il y a plusieurs centres de recherche aussi interdisciplinaires ou alors il y a des personnes du génie qui sont impliquées, qui sont exposées aux personnes en santé qui ont ce réflexe-là et qui peuvent comme plus arriver avec une posture qui n'imaginent pas d'avoir des partenaires incluses. Lisa, toi, tu as fait une présentation justement dans une école d'été où il y avait principalement des ingénieurs et des cliniciens. Donc, moi, je pense que ça s'en vient justement par ce type d'initiative qui fait résonner et cette approche partenariale qui vraiment émane de Montréal très fort. Moi, je pense que c'est en train d'arriver, ce changement. Je vois une belle conjoncture parce que là, il y a des outils. Puis en fait, que ce soit dans une école d'été ou dans un cours, c'est autant qu'on peut l'appliquer dans les entreprises, dans les startups, avec tous les intermédiateurs, comme on dit, mais les étudiants pourraient aussi se pratiquer avec leurs projets de session. Ils ont des projets intégrateurs. Et je veux dire, ça vient s'imbriquer, c'est pas d'ajouter un programme, c'est juste de l'intégrer dans tous les projets intégrateurs. Moi, j'ai dit, par exemple, quand on fait de l'interdisciplinaire avec les 13 protections de la santé, aussi à ce moment-là. Donc, je pense que c'est ça la puissance, c'est de l'intégrer où c'est pertinent. Mais moi je te rassure, je ne pensais pas que tu proposais d'en faire un programme. Je me disais que moi, j'ai raté que ça existe, ce programme, et que moi, je ne le connais pas. Donc, tu me rassures, mais alors, ce qu'il faut aussi veiller à intégrer dans nos programmes de santé, et justement, ces activités intégratrices où tu nommes les 13 programmes, je ne sais pas si tu penses au programme de santé, justement, donc je vois de quoi tu parles, c'est de faire prendre conscience aux cliniciens et aux futurs cliniciens que ce sont des innovateurs, que ce sont des personnes qui sont porteuses d'idées et on reste encore aujourd'hui dans le modèle d'imaginer justement cette idée que l'innovation vient d'une personne et que souvent ces personnes-là, ce sont des personnes qui viennent du domaine du génie, par exemple, donc c'est comme relié à certaines professions. Donc, ouvrir l'idée de ce que c'est l'innovation à des professions qui sont moins représentées dans nos imaginaires de ce que c'est l'innovation, je pense que ça, c'est une de nos responsabilités des personnes en santé. Moi, je suis du domaine de l'orthophonie et justement qui sommes impliqués alors dans ces plus gros et larges programmes, de vraiment les faire ressortir cette caractéristique-là d'innovateur comme une des compétences du rôle professionnel des personnes dans le système de la santé. Ouais. Donc, on va se parler. Puis pour enchérir, en fait, moi, ce qu'on a comme expérience, c'est des collaborations assez fabuleuses avec les gens du domaine de la réadaptation, parce qu'il y a effectivement des ingénieurs, il y a plein de gens cliniciens en réadaptation. Ce côté-là tangible et pragmatique et pousse l'innovation vers l'innovation responsable. Donc, je pense qu'on peut très bien imaginer, parce que les infirmières ont un rôle crucial
dans le choix des équipements, leur administration en milieu hospitalier. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs zones d'arrimage. Puis peut-être, tu sais, une des forces du modèle que tu évoques, c'est de dire que ça s'applique à tous. Puis peut-être nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est ben, il y a les sciences infirmières, il y a la médecine, il y a la réadaptation, il y a l'orthophonie, puis toutes ces disciplines-là ont un potentiel de façonnement de l'innovation vers ce que nous, on définit comme étant le bien commun. Oui, c'est de la santé pour les patients, mais c'est aussi une vision populationnelle qui est coordonnée, qui vise à réduire les plus grands fardeaux de morbidité là où on les trouve. On déborde beaucoup, hein. C'est pas grave parce que les gens en ligne nous quittent de toute façon. Mais oui, les gens sont en train de partir, mais on peut peut-être pouvoir terminer l'enregistrement. Pour être poli. Oui. Alors, C'est ça, les mots de la fin. mais ce va donc être le mot de la fin. Moi, je remercie toutes les personnes qui ont assisté en ligne et les personnes qui ont eu l'occasion de se déplacer, d'être ici avec nous en vrai. Et puis, je te remercie, toi, Pascal, et Hudson et Lisanne pour votre travail. Je suis très heureuse qu'il y ait un livre concret qu'on peut tenir en main, feuilleter. Et voilà. Et puis, je souhaite une bonne continuation à la semaine de la mission universitaire de la DORF. Oui. Merci beaucoup.